Ni les pouvoirs publics, ni les entreprises ne sont suffisamment attentifs aux conséquences de la diffusion des outils de communication numérique, et notamment des tablettes numériques au système fermé, comme celle du grand leader américain. Bien avant le numérique, les États-Unis avaient déjà mis en place une stratégie de domination sur la sélection et l'édition de la connaissance scientifique. La diffusion des tablettes numériques dans le monde de l'éducation pose un nouveau défi dont on tarde trop à prendre conscience. C'est le libre propos de Christian Arbulot, directeur de l'école de guerre économique et directeur associé du cabinet Spin Partners. Le marché de la connaissance scientifique est une problématique finalement qui peut sembler assez obscure, voire gênante à aborder. Pourquoi je l'aborderai aujourd'hui? En fait, à cause de plusieurs événements. Je vais commencer par le premier qui est dans la presse depuis un certain temps. C'est cette fameuse pétition qui a été signée par une dizaine de milliers de chercheurs importants dans la communauté scientifique mondiale et qui revendique en fait un certain nombre de choses par rapport à un groupe, le groupe Elsevier, au nom de la liberté d'une certaine manière d'accès à la connaissance et la problématique qu'ils exposent étant pour eux de défendre cette liberté. L'accès à la connaissance étant effectivement un moyen essentiel pour un scientifique d'une part de faire connaître ses travaux et ensuite et surtout de se faire reconnaître nationalement et mondialement. Le débat autour de ce marché, en fait, est finalement assez ancien et n'est pas forcément posé en termes de marché. Rappelons-nous l'entre-deux-guerres qui dominait à cette époque l'édition scientifique. Ce n'était pas les États-Unis. L'Europe était vraiment le pays, la masse de pays, et la France était très bien placée à l'intérieur, où la connaissance scientifique était particulièrement mise en valeur et reconnue mondialement. Cette connaissance scientifique, effectivement, elle était ancrée sur le terrain académique, mais il a fallu finalement pas mal de temps pour se rendre compte que ce n'était pas simplement un positionnement académique, le lien entre un chercheur et la maison d'édition qui allait éditer ses écrits, mais que c'était un tout petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut voir derrière cette expression? D'abord, on peut poser clairement la question de l'instrument de puissance. Vous savez qu'à l'école de guerre économique, on essaie de travailler sur une grille de lecture qu'on a intitulée grille de lecture puissance, marché, territoire. Et je vais utiliser quelques secondes cette grille de lecture pour replacer l'importance justement du marché de la connaissance scientifique. À la fin des années 90, sous le deuxième mandat de Bill Clinton, une déclaration est faite par l'administration américaine comme quoi les États-Unis revendiquent le droit d'être le pays qui cherche à obtenir le leadership du marché privé de l'information. Étrange déclaration pour un État qui exprime sa volonté de puissance sur un marché privé, le marché privé de l'information. À l'époque, cette déclaration n'a pas eu beaucoup d'écho et on n'a pas eu tellement de réactions. Ce qui est étonnant puisque lorsqu'on voit aujourd'hui la place de la société de l'information, la place de la connaissance à l'intérieur de cette société d'information, le rôle des technologies de l'information et les gigantesques firmes qui sont en train de se positionner sur ce marché, on pouvait s'étonner que la déclaration des États-Unis passe aussi inaperçue. Donc, on peut considérer qu'entre l'entre-deux-guerres jusqu'à cette déclaration, on a, comme on dit vulgairement, zappé une étape. Quelle est cette étape?
Eh bien, dans la définition d'une puissance, le fait de tenir un rôle dominant dans la création de la matière première des chercheurs, la validation des articles scientifiques, le processus de validation, ensuite leur publication et l'édition à travers des revues et des ouvrages, aujourd'hui est considéré comme un atout, mais plus qu'un atout, comme un élément de puissance. Et cet élément de puissance, on ne peut pas le dissocier de cette revendication faite à l'époque par l'administration Clinton, comme quoi les États-Unis cherchaient à avoir le leadership sur la connaissance et particulièrement l'information privée. Cette protestation donc des 10 000 chercheurs contre le groupe Elsevier est intéressante parce qu'on ne peut pas, disons, la dissocier de cet environnement d'un pays qui cherche à obtenir un rôle prédominant en termes de puissance. Alors vous allez me dire, Elsevier n'est pas forcément un groupe américain à l'origine, puisque toute une partie de son activité est hollandaise ou considérée comme telle, mais toujours est-il qu'on a bien là un premier signal faible, comme quoi se pose un problème sur cette définition de la valorisation de la connaissance scientifique, sur la manière dont elle est mise en ligne aujourd'hui, publiée, et par quel circuit économique elle passe. Et on sent bien que ce débat en est à ses débuts et qu'il ne va pas en rester là, car d'autres groupes comme Elsevier vont être interpellés et des pays comme la Grande-Bretagne commencent à mettre en avant une possibilité justement de diffuser de manière tout à fait originale et par le biais bien entendu d'Internet de la connaissance scientifique qui coûtera beaucoup moins cher et qui sera pratiquement libre d'accès. Donc on voit bien déjà là un champ de manœuvre qui met en perspective deux éléments essentiels. Le premier, c'est que cette connaissance scientifique n'est pas une matière isolée dans les problématiques de puissance. Elle joue un rôle même très important. Deuxièmement, on n'a pas vraiment pris en compte dans l'histoire européenne, dans les dizaines d'années qui viennent de s'écouler, les jeux d'acteurs, les rapports de force qui font qu'aujourd'hui, tout le processus de validation de la connaissance scientifique passe principalement par un territoire qui est le monde anglo-saxon, territoire à la fois physique et virtuel. Un deuxième élément renforce cette petite interrogation sur l'importance de la connaissance scientifique. Alors ce n'est pas un fait divers, c'est une information qui est le passage de l'éducation nationale, au monde numérique. Et c'est l'importance de l'usage de la tablette numérique dans ce monde. Alors pourquoi je parle de cet événement ? Parce que cet événement met en perspective un deuxième élément qui touche à la fois le problème de la puissance, de la définition de la puissance et la définition du marché. Je le résume à une formule très simple. Le droit du citoyen à disposer de son information, qu'on pourrait raccrocher au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui se concrétise par une interrogation. Est-ce qu'on va accepter qu'un élève, durant sa scolarité, soit tracé par une firme qui distribuerait au ministère de l'Éducation nationale des tablettes numériques et dont le système qui fait fonctionner la tablette numérique soit fermé, c'est-à-dire échappe au contrôle du ministère de l'Éducation nationale. A priori, c'est impensable et c'est tout à fait non conforme à nos principes républicains, à nos principes de perception de la démocratie et au rôle de l'information dans cette démocratie. Sachez qu'aujourd'hui, dès à présent, des professeurs de collège, de lycée refusent de mettre sur le réseau informatique de leur établissement leurs notes parce qu'ils estiment que ces notes, ils ne savent pas à qui
elles vont être destinées un jour, si une entreprise X ou Y, parce qu'elle va être au cœur de cette modernisation de l'éducation nationale, va en avoir le contrôle. Autrement dit, on pourra tracer la scolarité d'un jeune à travers l'attribution d'une tablette numérique si le ministère de l'Éducation nationale n'en contrôle pas l'ouverture et ne contrôle pas le cheminement de cette information. Autrement dit, pour se résumer, il y a effectivement un marché de la connaissance scientifique. J'ai même envie de dire il y a un marché beaucoup plus large que la connaissance scientifique. Il y a un marché de l'éducation numérique en perspective, à l'intérieur duquel il y aura cette connaissance scientifique. Et cette émergence du marché, on ne peut l'analyser que si on remet en perspective des enjeux de puissance, comme j'ai évoqué l'un d'entre eux il y a quelques minutes, mais aussi en perspective la position du citoyen dans le cadre du fonctionnement d'une démocratie. Et ça m'amène à une remarque très précise, c'est que dans un pays comme la France, il est grand temps de s'interroger sur les enjeux de puissance derrière ce marché de la connaissance, et notamment la connaissance scientifique, mais il est tout aussi important de s'interroger sur nos critères démocratiques dans l'évolution des technologies, dans la mutation des systèmes, et le passage de l'éducation nationale à l'éducation numérique doit nous amener à une très grande vigilance, à savoir qu'on ne peut pas comme ça distribuer des outils sans bien comprendre leur finalité, qui va les contrôler, et qu'est-ce que ça va représenter comme menace pour le destin d'un citoyen qui est un jeune en voie de scolarité.